Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, une émission spéciale au Grenelle du droit. On va revenir sur les grands enjeux de ce Grenelle du droit. Au programme de ce numéro, comment renforcer l'attractivité de notre droit français. On en parlera dans quelques instants avec Bruno Lasserre, président de la Fondation pour le droit continental. On évoquera ensuite l'avenir de la filière juridique avec Patrick Sayer, président de Paris Place de Droit, également président du tribunal des activités économiques de Paris. Et enfin, on parlera du rôle et de l'influence du juriste d'entreprise dans cette filière juridique avec Jean-Philippe Gilles, président de l'AFJE. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti! Comment renforcer l'attractivité de notre droit français? On en parle tout de suite avec mon invité, Bruno Lasserre, président de la Fondation du droit continental. Bruno Lasserre, bonjour. Bonjour. Alors, un des enjeux de ce Grenelle du droit qui réunit toutes les professions juridiques, c'est de renforcer l'attractivité de notre droit français. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont, selon vous, les atouts de notre droit pour rendre celui-ci plus attractif auprès des entreprises? Alors on parle d'attractivité du droit continental et du droit français depuis finalement assez peu de temps, depuis le début des années 2000. Mais on est tous conscients que nous avons des atouts dans cette concurrence de plus en plus forte entre système de droit continental et système de common law. C'est d'abord l'accessibilité. C'est un droit qui est codifié, qui est clair, qui est facilement accessible par les entreprises, les citoyens, les juridictions. Deuxièmement, c'est un droit qui, comment vous expliquer, qui est équilibré. Il fait l'équilibre avec les préoccupations d'intérêt général et c'est aussi un droit incitatif qui protège un certain nombre de valeurs auxquelles nous tenons, mais aussi incite au développement économique, incite à la prise de risque et c'est aujourd'hui un élément que réclament les entreprises, avoir un droit qui ne freine pas l'investissement, mais au contraire, peut-être l'occasion d'attirer les talents, l'investissement et les échanges internationaux. Alors on voit les atouts de notre droit. On va se projeter un peu avec vous sur la Fondation du droit continental. Comment vous travaillez au quotidien pour rendre notre droit plus attractif et pour faire la promotion de ce droit continental face à la common law? D'abord, il faut que notre droit soit à la fois mieux connu, mais aussi puisse être choisi par un certain nombre de praticiens, d'entreprises, etc. Donc, le premier objectif a été de convaincre la Banque mondiale de modifier son classement des systèmes juridiques. Vous savez que le rapport Doing Business avait apporté une appréciation très défavorable sur le droit français et grâce à de nouveaux indicateurs, à un dialogue renforcé, nous avons réussi à changer le regard de la Banque mondiale sur le droit français et l'efficacité notamment de ce droit. La deuxième chose, c'est de former. Et donc, l'une des initiatives que prend régulièrement la Fondation, c'est tous les ans d'organiser une université d'été du droit continental. Cette édition de l'année 2025 a été cette année encore une réussite. Plus d'une centaine d'étudiants étrangers ou de jeunes praticiens du droit venus de plus de 35 pays différents qui pendant plusieurs semaines vont suivre des formations de haut niveau, des cours, des séminaires spécialisés et rentrer chez eux, ils vont devenir à la fois les ambassadeurs de notre droit, mais peut-être aussi de futurs enseignants, de futurs praticiens qui vont montrer de manière concrète que notre droit est aussi un atout. Donc ça, c'est important de sensibiliser, d'essayer d'évangéliser sur le droit continental? Ah oui, oui, c'est une conquête de tous les jours parce que nous avons face à nous un tas d'institutions, de pays qui consacrent des moyens considérables à répandre l'idée que la common law est la seule alternative possible, notamment pour les pays qui veulent se doter de nouveaux systèmes juridiques, de nouvelles régulations, qui veulent réformer leurs droits. Alors il y a aussi une question qui est importante, c'est celle de l'extraterritorialité de certaines lois, de certains textes. Comment on peut lutter contre ces textes? D'abord, en sensibilisant les directeurs juridiques qui signent les contrats sur la question du droit applicable. Trop souvent, on a le sentiment qu'on ne passe pas suffisamment de temps
pour expertiser ces clauses qui attribuent les litiges à telle juridiction ou les soumettent à tel ou tel droit. Et donc convaincre que le droit continental peut être, en cas de contentieux, en cas de litige, un droit efficace, un droit prévisible, un droit protecteur, est aussi un élément très important parce que voilà, le choix du droit applicable est une variable extrêmement importante d'influence du droit français. Au-delà de l'attractivité, il y a aussi la question de la souveraineté. Vous avez parlé de coordination européenne pour l'attractivité. Est-ce que c'est important aussi d'avoir cette même coordination pour la souveraineté juridique? Bien sûr, parce que le droit est aussi un enjeu de souveraineté. Et avant de songer à l'international, il faut veiller à ce que l'Europe donne toutes ses chances aussi au droit continental. C'est la raison pour laquelle la Fondation soutient, avec l'association Henri Capitan, l'idée d'un code européen des affaires, le fameux 28e régime qui serait ouvert aux entreprises, qui a été intégré récemment dans le programme législatif de la Commission européenne. Mais nous nous battons pour que cette option ouverte aux entreprises soit ouverte à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur vocation, et que les États soient obligés d'ouvrir à toutes les entreprises qui souhaitent mobiliser cette option la possibilité de le faire. Je voudrais aussi que la Fondation joue un rôle plus important dans l'influence du droit sur les grandes initiatives législatives. Comment concrètement très souvent, avoir plus la d'influence? Commission, avant même de lancer un livre vert ou un livre blanc, fait un état des lieux. Quelles sont aujourd'hui les pratiques dans le monde sur tel ou tel sujet qu'elle veut explorer? Et la tentation, c'est parce que voilà, c'est plus facile d'accéder aux exemples rédigés en anglais, d'aller vers les pays anglo-saxons. Je prends un exemple, le devoir de vigilance, alors qu'il existait une loi en France et en Allemagne, ce sont des experts britanniques qui ont forgé et influencé la pensée européenne sur cette question. Et pourtant, la loi française était pionnière. Et donc, mais parce que tout simplement, aller rechercher une loi française, c'est un obstacle parce que voilà, c'est en français, c'est moins connu, moins glamour, etc. Et donc, jouer un rôle dans les appels d'offres que lance la Commission européenne, ne serait-ce que pour expertiser déjà l'état des lieux et rechercher quelles sont les solutions possibles lorsqu'on veut changer une loi, changer une réglementation, ce serait déjà un point important parce que le droit, il se fabrique en réalité tout de suite par la pensée, avant même qu'un texte soit sur la table. Et c'est à ce stade-là que nous ne sommes peut-être pas assez influents aujourd'hui. Alors, il y a peut-être un écueil à éviter, si je puis me permettre. Je reprends l'exemple du devoir de vigilance. On voit qu'on avait déterminé un certain nombre de seuils pour les entreprises. Finalement, on décide d'aller en arrière. Est-ce que ça ne joue pas en défaveur de notre droit continental? Mais là, je ne parle pas du fond du droit. Je parle tout simplement de l'état des lieux lorsque on fait le point sur une question, qu'on puisse mettre en valeur aussi bien les exemples de common law que les exemples de droit continental. Après, il y a une discussion politique sur le contenu du texte que l'on veut adopter, avec forcément des compromis, etc. Mais ne serait-ce que connaître les expériences déjà mises en place en droit continental serait un gros progrès. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de ce Grenelle du droit? Il nous convainc que le droit est non seulement un instrument interne, mais aussi un vecteur d'influence, de compétitivité, et que l'attractivité du droit est une cause commune au pouvoir public, aux juridictions et à l'ensemble des professions juridiques et des entreprises qui sont d'ailleurs réunies, comme la FJE, au sein de la Fondation dont elles sont les partenaires. On va conclure là-dessus. Merci Bruno Lasserre. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation pour le droit continental. Merci beaucoup. Tout de suite, on enchaîne, on va parler de l'avenir de la filière juridique. Quel avenir pour la filière juridique? On en parle tout de suite avec mon invité, Patrick Sayer, président de Paris Place de Droit, également président du tribunal des activités économiques de Paris. Patrick Sayer, bonjour. Bonjour. Alors le Grenelle du droit, c'est l'événement qui fédère la filière juridique française. Le but, c'est aussi de préparer les enjeux à venir. Pour commencer, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment bâtir une filière juridique solide? Écoutez, il est pour moi indispensable de continuer à structurer notre filière juridique.
On peut s'enorgueillir de la qualité de l'enseignement du droit, qu'il s'agisse de l'enseignement universitaire, également de l'enseignement qui est dispensé à l'École nationale de la magistrature, et puis de ce que proposent un certain nombre d'universités. Celle-ci, Paris 1, Panthéon-Sorbonne en fait partie, qui propose non seulement des diplômes dans le cadre des cursus classiques, mais qui propose aussi un certain nombre de diplômes universitaires qui permettent à un certain nombre d'intervenants de renforcer, de compléter, d'approfondir leurs connaissances. Alors, ici on a tout l'écosystème juridique réuni. Est-ce que cet écosystème est suffisamment armé à la hauteur des enjeux économiques du moment? On sait dans une situation qui est complexe, situation géopolitique, guerre économique exacerbée. Qu'en pensez-vous? Alors on a deux sujets. On a un sujet qui est un sujet interne et un sujet qui nécessite, selon moi, que les gens se parlent davantage. Quand je dis que les gens se parlent davantage, je pense en particulier aux magistrats étatiques de l'ordre judiciaire d'un côté, aux juges consulaires de l'autre, voire aux conseillers prud'homaux par ailleurs, même si je connais moins ce sujet. Et c'est un sujet qui pour moi est essentiel. Alors j'ai lu, ou en tout cas j'ai vu que le garde des Sceaux envisage d'approfondir la connaissance économique des juges au niveau de l'École nationale de la magistrature, ce qui est une excellente chose. On a un sujet, j'en reparlerai éventuellement, qui est un sujet où je souhaite, moi, je développe l'approfondissement des connaissances pour les juges consulaires, c'est-à-dire que j'essaye davantage de leur donner une meilleure connaissance du reste du droit, parce que le droit est une matière très large. Concrètement, comment ? C'est très simple. En plus de la formation obligatoire à laquelle sont tenus les juges consulaires quand ils démarrent, une formation de plusieurs modules sur 18 mois et une formation continue qui est à minima de 20 heures par an, j'ai fait en sorte depuis 2025 de leur proposer une formation à nouveau sous la forme d'un DU de 200 heures de cours dispensés par des professeurs de très grande qualité de Panthéon-Sorbonne qui non seulement leur permettent d'approfondir leur connaissance du droit civil, du droit des affaires, de la procédure civile, mais également de les ouvrir sur un certain nombre de matières qui sont d'une certaine manière étrangères à leur office, mais qui leur donnent une meilleure vision globale. Alors vous êtes président du tribunal des activités économiques de Paris. Comment articuler justice économique et attractivité du droit français ? Alors c'est un point essentiel et c'est un peu le deuxième pan de la question. Moi je suis assez frappé, je vais d'ailleurs à New Delhi dans quelques jours où j'accompagne le Daniel Barlow qui est le président de la Chambre internationale de la Cour d'appel pour participer à un forum où il y aura, je ne sais pas, à peu près 160 juges commerciaux du monde entier, et où on va échanger sur les meilleures pratiques, on va échanger sur l'amiable, on va échanger sur l'intelligence artificielle, enfin tous les sujets chauds du moment, la justice climatique également. Mais ce qui me frappe, c'est la puissance qu'y mettent les anglo-saxons et qui essayent de tirer à eux le droit en essayant, et je le dis sans méchanceté, mais en essayant habilement de banaliser un tout petit peu le droit civil, alors que notre droit a d'immenses qualités, et notamment en termes de sécurité juridique. Alors comment on fait justement pour lutter contre les anglo-saxons et valoriser notre droit continental ? Eh ben, on doit faire preuve de présence, hein, c'est d'où ce voyage, c'est un aller-retour de 48 heures à Delhi, donc il y a plus amusant pendant le week-end du 11 novembre. Je vais franchement pas avoir le temps de visiter quoi que ce soit. Donc c'est faire preuve de présence, mais c'est non seulement de faire preuve de présence vis-à-vis des juges internationaux et de montrer comment le droit continental, le droit français ne s'est pas endormi depuis un peu plus de 200 ans, mais il faudrait faire davantage. Il faudrait le faire davantage sur un plan français. Moi, j'aimerais que la chancellerie nous octroie des moyens pour pouvoir valoriser le droit français, le droit continental. C'est le moment d'en parler, c'est le budget. Oui, non, mais alors on sait les contraintes budgétaires auxquelles l'État est tenu, mais moi j'ai très envie de partir en roadshow pour aller vendre à la fois les juridictions étatiques et les juridictions arbitrales. Les juridictions arbitrales, elles se vendent bien depuis longtemps, mais j'ai aussi, je souhaite, dans la mesure où on a une chambre internationale, dans la mesure où il y a une chambre internationale à la Cour d'appel, moi j'aimerais pouvoir
bénéficier d'un budget pour aller le vendre aux cabinets d'avocats anglo-saxons, mais également en Amérique latine, mais également en Afrique, mais également au Moyen-Orient et également en Asie. Ce rayonnement international, c'est extrêmement important et c'est ce que vous faites au travers de Paris Place de Droit? Mais c'est non seulement important, mais c'est essentiel. Parce que imaginez qu'un jour, toutes les grandes entreprises européennes se retrouvent attraites dans des systèmes de droit qui ne sont pas les systèmes sur la base desquels elles ont été constituées. Alors ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bien traité pour autant, mais ça sera traité d'une façon différente. Et pour moi, cela procède de notre indépendance et de notre compétitivité économique. Alors, est-ce qu'un axe de développement, un levier stratégique, c'est pas aussi de coopérer avec l'ensemble des professions, comme le suggère ce Grenelle du droit, d'essayer de renforcer l'interprofessionnalité? Alors ça, on le fait déjà beaucoup. J'aurais du mal à le faire beaucoup plus, c'est-à-dire que aussi bien avec les avocats, avec les professeurs de droit, on a des échanges, en tout cas en ce qui concerne Paris Place de Droit, qui sont absolument constants. On a 10 groupes de travail où chacun des acteurs, juges, professeurs, avocats sont présents. On y a trait maintenant, dans la mesure où il y a une justice amiable qui a pris toute une dimension. On y a trait des médiateurs, on y a trait des arbitres. Donc non, cette coopération, elle est déjà au cœur de notre écosystème. Donc il y a déjà une coopération. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir de cette filière juridique? Souhaiter pour l'avenir de cette filière juridique, c'est qu'on réalise qu'au moment où un certain nombre de forces tirent si fort de leur côté, qu'il s'agisse des Américains, qu'il s'agisse des Asiatiques, et en particulier des Chinois, les Chinois qui ont d'ailleurs, qui sont plutôt dans une logique de droit civil que dans une logique de common law, d'essayer de se montrer plus fort, notamment avec nos partenaires européens, c'est le premier point, et dans les colloques auxquels je participe, j'aimerais qu'on soit davantage présent, non seulement en tant que Français, Allemand, Espagnol, mais également en tant qu'Européens. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de travailler sur tous les pays qui ont été très largement influencés par le droit napoléonien, qu'il s'agisse des anciennes colonies espagnoles, des anciennes colonies françaises, des anciennes colonies allemandes et italiennes, le cas échéant, et également en Asie, où le droit civil s'est également largement répandu. Pour terminer, vous attendez des propositions concrètes au sein de ce Grenelle du droit? Je le souhaiterais ardemment. Maintenant, nous verrons ce que nous verrons. Merci Patrick Sayer. Je rappelle que vous êtes président du tribunal des activités économiques de Paris, également président de Paris Place du Droit. Merci infiniment. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du rôle et de l'influence du juriste. On va parler rôle et influence du juriste d'entreprise. C'est un des sujets aussi majeurs de ce Grenelle du droit et on en parle tout de suite avec son président, Jean-Philippe Gilles, président de l'Association française des juristes d'entreprise. Jean-Philippe Gilles, bonjour. Bonjour cher Arnaud, merci de me recevoir. Alors un Grenelle du droit qui rassemble l'ensemble des professions. Pour commencer, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la place du juriste d'entreprise dans cette filière juridique ? Alors le juriste d'entreprise, c'est très simple, c'est le petit nouveau, c'est le dernier né, en 50 ans à peine, en 3 générations à peine. Néanmoins, ce petit bébé est devenu un intervenant mature et important puisque nous sommes aujourd'hui 20 000 juristes d'entreprise en France, soit la 2e profession du droit. Donc notre place dans la filière est importante par le nombre. Elle est également importante par notre capacité à innover. Étant des femmes et des hommes d'entreprise, nous avons l'habitude de travailler avec beaucoup d'interlocuteurs différents et variés. Et c'est peut-être ça qui nous a poussé à inviter les différents métiers du droit à se rassembler au Grenelle pour échanger. Et effectivement, c'est un lieu assez unique qui est de plus en plus apprécié par tous les métiers. Alors revenons justement sur vos interlocuteurs. Aujourd'hui, quels sont vos principaux interlocuteurs? On pense bien sûr aux avocats, mais il y en a sûrement d'autres. Alors traditionnellement, les avocats sont nos premiers interlocuteurs et d'ailleurs je tiens à remercier Julie Couturier qui était là ce matin. Les avocats sont bien évidemment nos premiers interlocuteurs. Les interactions sont fortes à travers le métier, mais aussi à travers les échanges, puisque certains juristes d'entreprise deviennent avocats, de nombreux avocats deviennent juristes d'entreprise. Donc on a, je vais dire, une passerelle sociologique qui existe déjà depuis longtemps. Et puis, on a quand même aujourd'hui de nouveaux interlocuteurs qui apparaissent.
les magistrats, nous les connaissons à travers évidemment l'activité contentieuse, mais je crois que nous allons être amenés à les fréquenter d'une manière tout à fait différente. Et les échanges que nous avons eus ce matin lors du Grenelle avec leurs représentants sont tout à fait intéressants. Alors pourquoi cette évolution? Tout simplement parce que le droit évolue et il intègre évidemment, comme vous le savez, la compliance. Et la compliance fait que le juriste d'entreprise au sein d'entreprise n'est plus simplement un conseiller, n'est plus simplement le cousin de l'avocat, mais devient aussi une sorte de magistrat interne. Et donc il devient un peu le cousin du magistrat et il a besoin d'en apprendre les usages, les bonnes pratiques, de façon à pouvoir bien effectuer sa mission dans ce cadre. Ça veut dire que vous êtes plus proche des magistrats? Ça veut dire que nous devons intégrer dans notre cursus, dans nos savoir-faire, des méthodologies qui sont celles de la formation du magistrat. Après, nous devons respecter le rôle de chacun, hein, bien évidemment, il n'y a pas de confusion. Mais lorsque nous menons des enquêtes, lorsque nous devons rédiger des recommandations au sein d'un comité d'éthique ou de conformité, eh bien, nous sommes finalement dans une posture qui doit faire extrêmement attention au principe du contradictoire, par exemple. Et là, l'école de la magistrature et l'expérience des magistrats est extrêmement précieuse. Donc je crois qu'effectivement à l'avenir nous aurons à tisser des liens plus forts avec la magistrature. Alors on va parler de la relation singulière que vous entretenez, les juristes d'entreprise, avec les avocats. Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent, de nouveaux modèles de collaboration entre juristes d'entreprise et avocats? Alors il y a une donnée qui change, enfin qui fait évoluer cette collaboration, mais qui n'est pas simplement propre à la collaboration entre l'avocat et le juriste d'entreprise. Elle va être complètement transversale. Cette évolution, elle est liée tout simplement à la rupture technologique que constitue l'intelligence artificielle. Le sujet, c'est que aujourd'hui, que l'on soit avocat, juriste d'entreprise, notaire, huissier, greffier ou magistrat, nous allons devoir utiliser des données juridiques dans une sorte de tunnel protégé, si je peux prendre cette expression. C'est quoi le tunnel protégé? Par exemple, je suis directeur juridique, je veux pouvoir travailler avec un notaire alpha, un notaire bêta, un avocat oméga et un autre avocat phi, par exemple. Eh bien, je les laisse choisir leurs outils en termes d'IA, mais je souhaite avoir la même garantie en termes de protection de mes données. Alors comment on fait pour avoir la même garantie justement? Eh bien, il va falloir que les différentes professions travaillent vraisemblablement sur un cahier des charges. Et l'AFJE avait été entendue par l'Assemblée nationale et également par le Sénat sur ces sujets, en même temps que les autres professions. Et nous avons insisté sur deux sujets. Le premier, c'est effectivement ce cahier des charges commun, j'allais dire, aux juristes par rapport à l'IA, par rapport à l'outil, à son degré de confidentialité et de protection. Et puis, il y avait un autre sujet qui est celui de la déontologie. Aujourd'hui, la déontologie, elle est liée aux personnes, au statut. Mais on peut se demander si avec l'IA, la déontologie, elle ne va pas être en partie, je dis bien en partie, pas en totalité, embarquée comme un accessoire de la donnée. Et pourquoi? Parce que vous manipulez une donnée qui doit être protégée. C'est cette donnée qui doit être protégée. Que vous soyez juriste DPO en entreprise ou ingénieur informatique DPO en entreprise ou externe, que vous soyez juriste d'entreprise, que vous soyez avocat, que vous soyez notaire, vous allez tous manipuler la même donnée. Donc il serait assez logique que la déontologie, sur ces points-là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut révolutionner les codes de déontologie de chaque profession, mais sur ce sujet-là, nous aurions intérêt, dans une logique filière, à avoir, je dirais, le même tunnel déontologique. Un socle commun, c'est ça? Un socle commun, une charte, appelons-le. Je n'ai pas aujourd'hui le nom de baptême de cette démarche, mais il est important que nous puissions évoluer dans ce sens tous ensemble. Et c'était très intéressant parce que les propos de la plénière de ce matin ont abouti effectivement à cette double nécessité qui est de, tout en respectant l'ADN de chaque métier, de trouver un substratum commun qui permettrait de renforcer notre filière et de protéger, je le dirais, les utilisateurs du droit. Alors, renforcer la filière, il y a un combat que vous menez depuis de nombreuses années à la FJE avec le Cercle Montesquieu, c'est de démontrer le poids économique de la filière juridique. Aujourd'hui, est-ce que vous avez progressé, selon vous, pour faire admettre le poids économique de la filière juridique? Alors,
déjà, nous sommes bien conscients de ce poids économique. D'ailleurs, le professeur Defin, cet après-midi, a pris la parole et a rappelé que finalement, le poids économique du droit dans le pays était supérieur à celui de l'industrie du luxe. C'est pas rien. C'est pas rien. Et il a bien montré aussi que des tas de pays qui sont les concurrents de notre système, notamment des pays anglo-saxons, ont bien compris que le droit précédait le développement économique et y contribuait. Donc nous avons aujourd'hui tous les arguments. Ce qu'il faut, c'est savoir les faire entendre, c'est savoir convaincre les pouvoirs publics. De ce point de vue-là, la chancellerie a beaucoup évolué, puisque depuis, je dirais, 2 chanceliers successifs, le ministère n'est pas simplement la super direction des ressources humaines de la magistrature et du pouvoir judiciaire, c'est aussi une visée, je dirais, plus dynamique, plus offensive de l'utilisation du droit pour faire rayonner la France. Alors, on a parlé de faire du poids économique de la filière juridique. Il y a un autre sujet qui est important, c'est aussi vis-à-vis de l'interne, convaincre en interne quel poids les directions juridiques aujourd'hui ont dans les entreprises et aussi faire valoir le directeur juridique au sein de la direction. Alors, aujourd'hui, la situation est très bonne. En réalité, puisque j'ai connu effectivement, j'ai 30 ans d'expérience derrière moi, donc j'ai pu mesurer le parcours qui a été effectué pendant ce temps-là. Aujourd'hui, les directeurs juridiques sont très souvent membres des COMEX, ce qui n'était pas le cas. Les directions juridiques sont des directions juridiques à part entière, elles dépendent très peu d'autres directions positionnées au-dessus. Donc on a fait d'énormes progrès de ce côté-là. Maintenant, il faut être capable de faire un marketing de la fonction au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement d'être capable d'avoir un discours qui est celui de tous les autres services de l'entreprise. C'est-à-dire, êtes-vous satisfait de ma prestation? Comment puis-je l'améliorer? Quels sont mes KPI? Comment je fais de la pédagogie? Comment j'ai une approche finalement produit et service pour faire avancer l'entreprise, pour l'accompagner mieux. Donc en fait, il faut être capable, au-delà de sa capacité technique à traiter les sujets, eh bien, à les faire connaître. Ce n'est pas tout d'avoir des succès, il faut aussi le faire savoir. Les juristes le font de mieux en mieux. La FJE offre des possibilités de se former, parce que ce n'est pas au cours de la formation initiale que l'on apprend ces ficelles, si je puis dire. Mais aujourd'hui, les juristes d'entreprise sont de plus en plus des interlocuteurs qui parlent très très bien la langue de l'entreprise. Donc on voit qu'il y a plusieurs chantiers pour le juriste d'entreprise, la communication, la conformité, faire admettre aussi le poids économique du droit, donc de nombreux challenges à relever. Voilà, et vous pouvez compter sur la FJE pour les relever. On va terminer là-dessus. Merci Jean-Philippe Gilles. Je rappelle que vous êtes président de la FJE. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.